Bonjour à tous. Nous sommes dans la première vidéo pour la formation Optimiser vos campagnes marketing. Donc, avant de commencer véritablement cette formation, Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Marion Duchâtelet. Je suis consultante et formatrice en emailing et en e-CRM. Donc, je suis consultante principalement pour Bad Sander et je donne aussi des formations professionnelles et dans des écoles de commerce, donc plutôt le profil étudiant, donc 4-5 écoles de commerce. Donc aujourd'hui, on est là pour la première leçon. Donc c'est on va parler de l'introduction à l'emailing. Donc pendant cette vidéo, on discutera de ce qu'on entend nous chez Bad Sander par emailing. On va regarder aussi quelques chiffres clés qui montrent que l'emailing c'est quand même un canal qui est très important, qui est le plus important dans une stratégie marketing multicanal. Et voilà, avoir des premières notions qui introduiront en fait toutes les autres vidéos. Donc l'emailing, c'est quoi? L'emailing, c'est le fait d'utiliser le canal email pour communiquer avec ses contacts. L'objectif de l'emailing, c'est d'amener véritablement ses contacts vers un objectif précis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va créer un email, il faut avoir en tête l'objectif principal de cet email. Est-ce que c'est souscrire à une offre, lire un article, s'inscrire, télécharger, prendre un rendez-vous avec un commercial, faire une demande de devis, appeler un conseiller. Bref, à chaque fois, il faudra qu'on ait en tête l'objectif précis de l'emailing. L'emailing, ça fait partie intégrante d'une stratégie marketing multicanal. Bien souvent, cette stratégie marketing multicanal, elle englobe aussi le SMS et ou le courrier postal, le call center, le push notification sur application mobile. Parfois, on peut aller jusqu'au display. Bref, en gros, l'emailing, ça fait partie du marketing direct. Le marketing direct, l'objectif, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment via le bon canal. L'objectif principal de l'emailing, mais aussi de toute stratégie multicanal et de toute stratégie CRM, c'est de détecter les centres d'intérêt de ses contacts. On verra dans une autre vidéo comment on détecte le centre d'intérêt d'un contact, mais l'objectif, il est bien là, c'est de détecter les intentions de vos contacts. Ça peut être des intentions d'achat, mais aussi des centres d'intérêt sur un service, sur un produit, sur ses préférences. L'objectif de cette détection de centres d'intérêt, c'est de pouvoir cibler vos campagnes et de les personnaliser. L'essence de l'email marketing et de l'ICRM en général, c'est la possibilité de collecter un feedback en temps réel. Vous envoyez un email, vous savez déjà si il a ouvert, s'il a cliqué, vous savez déjà s'il l'a reçu, parce qu'avec les filtres anti-spam, on peut être la cible d'une campagne mais ne pas la recevoir. On verra aussi une vidéo là-dessus sur la délivrabilité. Mais en tout cas, on sait s'il l'a reçu, s'il a ouvert, s'il a cliqué, sur quel lien véritablement il a cliqué, et puis s'il a acheté, s'il est allé jusqu'à remplir le formulaire qui était l'objectif de notre email, et s'il s'est désabonné, s'il s'est plaint, etc. L'objectif de ces interactions, évidemment, c'est de les enregistrer, c'est de les collecter, et c'est en partie grâce à ça qu'on va savoir détecter des intentions et des centres d'intérêt. Alors, on aime bien, pour introduire aussi ce qu'on entend par emailing, on aime bien introduire cet homme. Alors, connaissez-vous cet homme? En général, quand on pose la question en formation, c'est bien souvent non. En fait, c'est Lester Wanderman qui est le père du marketing direct. En fait, cette personne, elle est maintenant décédée depuis 2019, depuis l'année dernière, si je me souviens bien. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on appelle le père du marketing direct, parce que c'est vraiment lui qui a créé vraiment les premières campagnes qui permet de mieux cibler, qui permet de personnaliser, mais surtout qui permet d'interagir avec ses contacts. À ce moment-là, en 1960-65, les campagnes marketing, ou les campagnes plutôt publicitaires qu'on faisait à ce moment-là, c'était des affiches, de la radio, les débuts de la télévision, tout ça. Mais lui, il a vraiment créé un programme de fidélité, c'est celui qui a créé le programme de fidélité d'American Express. C'est celui qui a commencé à utiliser des numéros gratuits dans les publicités TV et dans les journaux. C'est celui qui a glissé des cartes d'abonnement préimprimées dans les journaux. Donc on voit vraiment qu'il essayait d'avoir des moyens d'interagir avec ses contacts via
une simple affiche publicitaire. Il est aussi à l'origine de la campagne qui a lancé le zip code aux États-Unis. Donc c'est vraiment le créateur du marketing direct. Il a écrit plein de choses, des livres et notamment une charte des droits des consommateurs. J'ai repris quelques points parce qu'il y en a bien évidemment plus que 8. J'ai repris quelques points parce que, enfin pour moi, ceux qui sont le plus importants dans la stratégie mailing et dans la stratégie multicanal en règle générale. Sa charte, elle dit quoi? Elle dit que si vous voulez être un bon annonceur, dites-moi clairement qui vous êtes et pourquoi vous me contactez. Et en fait, quand on lit ces points-là, on pense aussi tout de suite à ce que dit le RGPD et ce que dit la loi informatique et liberté aujourd'hui. Ça fait complètement sens et ça reflète complètement ce qui a été exprimé depuis mai 2018 là, grâce au RGPD dans la loi informatique et liberté, cette fameuse loi qui régit l'emailing. On en parlera juste après dans la deuxième vidéo. Donc dites-moi clairement qui vous êtes et pourquoi vous me contactez. Donc l'objectif c'est vraiment d'être clair avec ses contacts. Où est-ce que vous avez obtenu l'adresse email et pourquoi vous le contactez aujourd'hui, pourquoi vous lui envoyez une campagne marketing. Dites-moi clairement ce que vous allez faire des informations que je vous donne. Donc là ça fait penser à ce que dans tous les formulaires de collecte où vous collectez à un moment donné l'adresse email bien évidemment, mais le nom, le prénom, la date de naissance, un numéro de téléphone mobile, des centres d'intérêt, pourquoi vous collectez ces informations-là. Et surtout, qu'est-ce que vous allez en faire? Sous-entendu, ça sera pour vous, vous allez être propriétaire des données, mais est-ce que vous allez aussi les confier à des partenaires, etc. Donc, être clair là-dessus. Ne prétendez pas que vous me connaissez personnellement ou que vous me connaissez tout court, vous savez seulement des choses sur moi. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. L'objectif d'une stratégie mailing et puis d'une stratégie dans sa globalité, c'est de collecter des informations au fur et à mesure de la relation. Donc au début, on va le connaître un petit peu, on va avoir juste l'adresse email, peut-être des centres d'intérêt au fur et à mesure de la relation client, et puis au fur et à mesure, on va savoir s'ils sont engagés ou pas avec ma marque, est-ce qu'ils ouvrent, est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils sont venus acheter, est-ce qu'ils achètent plutôt en ligne ou en magasin, est-ce qu'ils appellent souvent le service client, le service commercial, le service après-vente, bref, au fur et à mesure, on va nourrir la connaissance qu'on a sur ces contacts et on va collecter toutes ces données au sein d'une base. Donnez-moi la possibilité de dire oui ou non. Donc l'idée vraiment, de toute façon ça c'est une stratégie digitale en règle générale, c'est de donner la possibilité et la facilité de s'exprimer. Quand je dis non, cela veut dire pas ça, donc pas ce produit, pas ce service, et pas maintenant. Donc autrement dit, voilà, faut pas l'écarter tout de suite, mais il faut lui proposer d'autres choses, se souvenir qu'il a dit non là-dessus, et ne plus lui proposer. Mon temps est précieux, ne le gaspillez pas. Faciliter mon expérience d'achat, donc ça aussi, ça tombe sous le sens de toute stratégie digitale. Et ne communiquez pas, ça là je l'ai mise en gras parce qu'elle est assez importante, ne communiquez pas avec moi simplement parce que vous le pouvez. L'idée c'est vraiment quand vous envoyez une campagne marketing, je reviens aux slides précédentes, c'est vraiment de dire j'ai un objectif précis, j'ai envie de lui faire quelque chose, et ne communiquez pas avec la personne histoire de communiquer parce que vous vous dites tiens, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas envoyé une newsletter, maintenant je vais en envoyer une. Alors on verra, hein, c'est important d'avoir une régularité dans ces envois. Par contre, il faut toujours avoir un objectif précis et toujours avoir des choses véritablement à leur raconter et faire attention à ne pas se répéter. On entend souvent, moi ça fait à peu près une dizaine d'années, un peu plus maintenant que je travaille dans l'emailing, et on entend souvent l'email est mort. C'est l'année où il y a plein d'articles de presse, l'email est mort. Alors on l'a entendu quand Facebook est arrivé, on dit tout le monde va communiquer sur Facebook, l'email est mort. On peut l'entendre à chaque fois en fait, souvent à chaque fois qu'il y a un réseau social qui fait un peu en mouche, on dit ok, les gens vont quitter l'emailing pour communiquer via ces réseaux sociaux. Alors on va faire quelques stats qui montrent que l'emailing est loin d'être mort. Tout simplement des stats sur le nombre de personnes qui possèdent une adresse email dans le monde entier. Donc c'est des stats que vous avez les sources ici que j'ai repris d'études. Ça montre que en 2020, il y a plus de 4 milliards de personnes qui possèdent une adresse email. Il y a 2,4 utilisateurs de Facebook, 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook. Donc l'email est quand même loin devant Facebook, YouTube, WhatsApp
Instagram et Twitter. Donc là vous voyez en plus les principaux réseaux sociaux en volume, et on voit que l'email est loin devant. Quelques chiffres maintenant, on va voir des chiffres B2C et des chiffres B2B. La première, enfin les premiers chiffres que vous allez voir, ils viennent d'une étude qui s'appelle l'email attitude. L'email attitude, c'est une étude qui est faite chaque année par le SNCD, qui est le syndicat national de la communication directe. C'est un peu le syndicat qui réunit en fait tous les professionnels de l'emailing. Et donc l'étude, elle est envoyée sur un panel d'utilisateurs, de consommateurs lambda P2C. Elle pose la question sur quels sont les équipements que vous utilisez pour vous connecter à Internet. 88% disent qu'ils utilisent Internet via l'ordinateur, puis tout de suite après via smartphone, et un petit peu loin après, mais qui est quand même de plus en plus présent, la tablette. Donc là, il faut évidemment prendre en compte dans votre stratégie emailing et dans vos campagnes emailing le côté mobile. Quel support préférez-vous pour les communications des enseignes? Le premier support pour recevoir des communications sur l'actualité d'une enseigne, c'est l'email. Donc à 32%, ils répondent l'email. Tout de suite après vient le courrier adressé, à 31%, donc vraiment le courrier adressé, donc l'enveloppe avec le nom, prénom, etc. Là, on ne parle pas des imprimés publicitaires ou des catalogues produits, des flyers, etc. C'est vraiment le courrier adressé. Puis le SMS qui vient quand même loin derrière. À quelle fréquence consultez-vous votre boîte de messagerie? Je la consulte au moins une fois par jour. La plupart des gens, près de 90% des personnes, des répondants, la consultent au moins une fois par jour. Donc ça répond aussi à la fameuse question, souvent nos clients nous posent la question, c'est quoi le meilleur jour pour envoyer une campagne marketing? On verra qu'en B2C, il n'y a pas vraiment de jour. Il y a quelques années, donc encore une fois à mes débuts dans ce domaine-là, on voyait vraiment des journées en B2C et en B2B qui décollaient. Maintenant, B2C, on constate un peu une linéarité en fonction des taux d'ouverture. De toute façon, il faut toujours faire des tests sur votre propre base, et on verra dans 2 vidéos comment on fait des tests sur le jour d'envoi. Mais dans les grosses tendances, on voit que la fin de semaine, elle est plutôt intéressante. Donc vendredi, samedi et même dimanche, en B2C, attention, on verra qu'en B2B c'est pas la même chose. Mais la fin de semaine, elle est plutôt bonne en général. Par contre, attention, ça dépend toujours des secteurs d'activité, de la cible. Là, c'est des grosses tendances que je vous donne, mais la meilleure façon d'auditer ça, c'est de faire un test sur votre propre base de données. Quel moment préférez-vous pour lire vos emails? Alors, dès que je sors du lit à 21%, le soir au coucher à 20%, et en fait entre les deux, quand c'est pendant les repas, les pauses ou à 10h du matin au goûter, etc., en fait on est entre 15 et 20%, grosso modo. Donc encore une fois, ça répond à la question qu'on me pose souvent, c'est quoi le meilleur créneau horaire? Encore une fois, en B2C, il n'y a pas vraiment de bon créneau horaire dans la tranche 7h du matin, 22h, en gros. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une tendance des gens qui ont le réflexe, dès qu'ils se lèvent, de consulter leurs adresses email. Donc, ça peut être une stratégie d'envoyer une campagne marketing vers 7h du matin. Et pareil, il y en a qui au coucher sont plutôt aussi attentifs à leur boîte de messagerie. Donc, vers 21h, 22h, ça peut être aussi une stratégie. Mais on constate encore une fois que c'est plutôt linéaire tout au long de la journée. Mais de toute façon, maintenant, avec le mobile et puis les smartphones, on a tendance à regarder ces emailing quand même assez régulièrement. Qu'est-ce qui vous fait ouvrir un email? Donc sans surprise, et ça bouge plus d'année en année, c'est j'ai confiance en la marque, donc l'expéditeur est clair, je connais, je sais que j'ai donné mon adresse opt-in, j'ai confiance en la marque, donc ça me fait ouvrir l'emailing. Et aussi, je reçois l'email en boîte de réception, en inbox. Alors on verra aussi dans la vidéo de la délivrabilité que on peut recevoir les emails en boîte de réception, mais maintenant avec cette catégorisation des messages qu'ont les systèmes de messagerie, hein. Donc maintenant on voit vraiment une boîte de réception, une boîte promotion, puis une boîte réseaux sociaux, notifications, etc. Maintenant quand on envoie une campagne marketing sur une partie de sa base de données, on arrive, et que cette campagne marketing est un objectif promotionnel, commercial, on arrive dans la boîte promotion, inévitablement. Et
c'est assez difficile de d'atterrir en boîte de réception. Sauf pour les emailing qu'on appelle en one-to-one, les emailing de service et les emailing transactionnels. Donc ça va être tout ce qui est email de confirmation, d'achat, email de bienvenue, email de confirmation d'inscription en newsletter, etc. Tout ça. Tout ça, ça peut arriver en boîte de réception. Par contre, les emailing que vous envoyez chaque semaine sur votre base pour une offre promotionnelle ou pour télécharger un livre blanc, etc., ça a quand même beaucoup de chances d'arriver en boîte de promotion. Mais ça reste la boîte de réception, c'est pas la boîte courrier indésirable, donc ça c'est le plus important. Que faites-vous quand un email ne vous intéresse plus? Donc en général, les gens recherchent le lien de désinscription, ou ils classent carrément s'ils ne le trouvent pas, ou si ce lien ça aussi ça bouge pas. Je reçois trop de messages de l'expéditeur, ou je reçois de ces offres, mais ces offres ne correspondent pas du tout à mes attentes. Donc on revient à ce qu'on disait plus haut, l'importance de détecter des centres d'intérêt, des préférences, pour personnaliser ces campagnes marketing et faire que ces gens n'aient pas la sensation de recevoir des communications de masse, mais bien de recevoir des communications plutôt d'ordre relationnel qui correspond à mes attentes. Alors ce qui est intéressant de noter, je reviens sur cette slide, c'est en bas, c'est les 30% des répondants qui déclarent avoir acheté de nouveau auprès d'une marque après s'être désabonné. Souvent, quand quelqu'un se désabonne, on a l'impression, enfin en emailing, se désabonne d'une campagne email, on a l'impression que il est plus client. C'est comme si c'était un peu désabonné de notre marque en général. Alors que non, c'est juste qu'il s'est désabonné de ce canal-là. Donc soit il n'est pas du tout appétant ce canal-là, en règle générale, il n'aime pas ouvrir ses emailing enfin il n'aime pas le canal email, ou soit véritablement vous n'avez pas une bonne stratégie et là il faut corriger le tir pour les autres et puis mieux cibler et mieux personnaliser. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il est parti de votre marque. Il y a 30% de répondants qui déclarent avoir acheté de nouveau après s'être désabonnés. Quelques chiffres B2B cette fois, donc ça provient aussi du SNCD et de l'étude email attitude. En fait, ils font un email attitude B2C, puis un email attitude B2B. Donc là, les répondants, ce sont bien des professionnels. Donc 37% réceptionnent plus de 50 emails quotidiennement. Donc on sent que voilà, il y a certains professionnels, plus d'un tiers des professionnels qui quand même on reçoit une certaine pression marketing, une certaine pression au niveau de la réception des emails. Et 57% disent recevoir plus de 10 emails par jour publicitaires. Donc le chiffre juste en haut, c'était des emails quotidiens, des emails publicitaires, puis les emails des collègues, des patrons, etc. Et 57% disent en recevoir 10 emails, plus de 10 emails publicitaires par jour. Les tendances et les horaires d'ouverture, alors, il y en a pas mal qui ouvrent avant 13h, puis surtout sur mobile et tablette après 19h. En fait, ce qu'on constate, c'est un email qui est lu sur ordinateur, il est ouvert entre 9h et 13h du matin. Puis, au fur et à mesure de la journée, on vire vers le mobile et la tablette, surtout le soir, une fois qu'on est rentré chez soi, en fait, c'est plutôt la tablette qui prime. Par rapport à ce que je disais d'avant sur les tendances en B2C, je disais que c'était très linéaire, que maintenant il fallait plutôt faire des tests sur sa base de données. Alors les tests en B2B, de toute façon ça reste des tests, donc c'est toujours hyper intéressant de les faire. Par contre, on constate quand même que, en gros en B2B, il faut privilégier le mardi et le jeudi, et le matin, entre 9h et 13h. Bien souvent, les gens, on constate quand même qu'ils ouvrent moins l'après-midi, peut-être plus en réunion. Et vraiment le côté mardi-jeudi, ça fait pas mal de pics parce que souvent quand on prend des RTT c'est le lundi, le vendredi. Et puis le mercredi ça peut être aussi la journée où quand on est à 80% c'est souvent la journée qui est privilégiée. Les raisons d'ouverture, en général quand on s'abonne à une newsletter et qu'on est dans le B2B c'est pour s'informer, faire de la veille concurrentielle, puis découvrir des nouveautés, profiter d'offres promotionnelles, quand même beaucoup moins d'offres promotionnelles en B2B. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai reçu un email? Souvent, je me rends direct sur le site internet de l'expéditeur. Je fais une demande de devis. Puis je remplis un formulaire de contact où je contacte l'annonceur par téléphone directement.
Donc là, c'est sympa de noter ça pour savoir quel point de contact vous devez mettre en évidence dans vos campagnes emailing si vous êtes en B2B. Là, c'est quelques chiffres sur les taux moyens d'ouverture. Alors attention, c'est une source qui vient de IBM Watson, qui est un acteur, qui est un outil de gestion de campagne marketing, mais qui a plutôt des clients dans le monde entier. Donc là, ce qu'on voit, c'est des chiffres monde. Ceux qui ont les plus grands taux d'ouverture, c'est le secteur de l'automobile, de l'assurance, de l'environnement, tout ce qui est informatique et télécommunication, pardon. Et ceux qui ont des moins beaux taux d'ouverture, où c'est plus difficile de capter l'attention, c'est tout ce qui est services et médias presse. Alors encore une fois, nous les benchmarks, on les prend avec des pincettes. Ce qui est important en fait, c'est plutôt de regarder ces données à soi, son taux d'ouverture, et faire attention à ce que votre propre taux d'ouverture évolue positivement dans le temps. Alors se comparer, ça donne toujours une idée, donc c'est pour ça qu'on met les slides là-dessus. Mais bon voilà, faut pas être focalisé sur ces chiffres-là. Par contre, ça, ce qui est intéressant de noter, ça vient toujours de la même étude, mais ils disent que les emails transactionnels ont un taux d'ouverture 2 fois plus grand que les emails classiques. Donc bien souvent, ce qu'il faut quand on a une stratégie emailing, une stratégie ICRM, c'est de prendre véritablement du temps pour mettre en place des triggers marketing, et on verra après, il y a des vidéos là-dessus, et ne pas un peu faire l'impasse là-dessus et pas considérer que c'est un peu un plus. C'est vraiment hyper important et c'est très rémunérateur. Le taux moyen de clics dans ces secteurs d'activité-là, donc les plus grands taux de clics, donc c'est un peu pareil que le taux d'ouverture, c'est tout ce qui est automobile, transport, informatique, télécommunication, assurance et le retail apparaît aussi pas mal là en taux de clic. Et les moins bons, ça va être tout ce qui est services et industrie. Donc on a des taux qui vacillent entre 2 et 6-7%. Moi, ce que j'aime bien dire en formation, c'est que en fonction de sa base, évidemment, mais un bon taux d'ouverture, ça peut aller de 30 à 40%, on peut aller jusqu'à 40%. Mais un bon taux d'ouverture, ça va être entre 30 et 40%. Et un beau taux de clic, alors là, pour le coup, ça dépend aussi clairement de la cible, si elle est plutôt B2B, B2C. Mais on peut être à 3-4% jusqu'à 6-7%. Voire 10% dans les emailing promotionnels. Dans les emailing par contre transactionnels, ce que je vous disais juste avant, là on peut monter bien haut, 70-80% d'ouverture, puis 20-30% de taux de clic. Les emails transactionnels ont un taux de clic, justement on y vient, 3 fois plus grand que les emails classiques. Donc l'étude aussi le dit. Et ça, on met toujours aussi cette slide parce que c'est la seule étude qui donne des chiffres sur un marché français. Ce que je vous disais, c'est qu'IBM Watson, c'est plutôt des chiffres monde. Ici, on est sur des chiffres français. Mais si on y regarde de plus près, on est à peu près sur des mêmes tendances, en fait, quelque part. Donc, il faudrait regarder, vous, votre secteur d'activité. Mais voilà, là, on voit que, par exemple, comme le disait IBM Watson, l'assurance est plutôt bon, à 34%. Par contre, là, la mode est à 19%, la presse un petit peu plus. Donc voilà, on a des petits écarts, mais rien de bien méchant. Cette étude d'Experian dit que le revenu généré par un email transactionnel est 2 à 5 fois plus grand que le revenu généré par les newsletters, les emailing promotionnels. Donc ça rejoint l'autre étude d'IBM Watson. Donc voilà pour les chiffres. Ce qu'on peut dire en tout cas de l'emailing, c'est les avantages, c'est que c'est une économie immédiate. Comparé aux autres outils de marketing direct, ça permet de réaliser des économies sur les frais de composition, d'impression ou d'affranchissement si on compare ça au courrier adressé. C'est hyper simple et rapide à mettre en œuvre. En plus, maintenant, les outils de routage, et on verra, il y aura une vidéo là-dessus, les outils de routage simplifient de plus en plus ce qu'on appelle le côté user-friendly. Normalement, c'est de plus en plus facile d'utiliser les outils. Et sur certains outils, et on verra laquelle dans les prochaines vidéos, sur certains outils, on peut aussi créer des campagnes marketing via drag and drop, donc de façon assez facile, donc pas dans tous. Parce que ça peut, on le verra aussi, c'est aussi un point faible des outils, c'est le fait comment j'arrive à créer facilement le contenu de l'emailing, parce que faut pas oublier que l'ADN d'un outil de gestion de campagne marketing, d'un outil d'envoi, d'un outil de routage, c'est bien justement le fait de router, donc d'acheminer
un email, d'une campagne email vers une boîte de messagerie. Donc vraiment l'essence même de leur métier, c'est plutôt l'envoi et pas la création d'emailing. Néanmoins, il y a plein d'outils qui ont investi d'un point de vue R&D, d'un point de vue développement là-dedans. Il y a des outils qui se distinguent hein, dans vraiment la nécessité de réaliser une campagne emailing. Donc c'est simple et rapide à mettre en œuvre. On peut avoir une idée à 10h du matin et la campagne peut partir à midi sans aucun souci. Ça permet de mesurer précisément les performances et en temps réel. Donc c'est le seul outil hein, capable de mettre à disposition des stats assez précises sur la performance et l'impact d'une campagne marketing. Aussi bien sur qui a ouvert quand, qui a cliqué sur quoi, quand, qui a acheté via l'emailing quand, enfin voilà, qui a rempli ce formulaire de demande de devis quand, enfin c'est tout ça traçable en temps réel. Une optimisation accrue, ce qui est formidable avec ce canal-là, c'est qu'on peut faire des tests à gogo. Je vous ai déjà parlé de tests de jours d'envoi, mais aussi d'horaires. On peut évidemment tester l'expéditeur, l'objet, le pré-header, le contenu, les images, l'axe aussi rédactionnel. Est-ce que si je suis plus promo ou plutôt storytelling, qu'est-ce qui marche le mieux? Donc ça, c'est vraiment un outil où on peut faire des tests tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, on peut tout tester, aussi bien la cible que le texte, que le bouton, la couleur. Est-ce que si je mets une flèche dans un bouton, ça clique plus? Enfin, tout ce qu'on peut tester. Et quand on démarre une stratégie mailing, une stratégie CRM, ce qu'il faut avoir en tête, c'est 4 composants qui sont assez fondamentaux pour nous. C'est écouter et connaître son client. Donc on revient à je collecte des données, je les enregistre et je m'en sers dans mon ciblage et ma personnalisation. Je manifeste aptitude et compétences relationnelles, donc pas être que dans de la promo, mais bien savoir de temps en temps envoyer des emailing plus relationnels avec un axe plus storytelling et puis de manière générale scénariser sa relation pour diminuer pour cette sensation de communication de masse et accentuer cette sensation de communication relationnelle. Il faut maîtriser ce canal parce que on le verra avec la délivrabilité. Il faut faire bien attention et bien maîtriser ce canal pour pas basculer dans le côté boîte à spam ou carrément être bloqué par les filtres anti-spam et proposer une offre de valeur individualisée. Donc là, on en revient au centre d'intérêt et pouvoir vraiment proposer quelque chose qui correspond de manière même individuelle à chaque individu. Donc là, l'idée, c'est les centres d'intérêt et aussi de mélanger ça avec les anciens achats, les achats passés, pour essayer de déterminer quel produit ou quel service marcherait le mieux pour ce contact-là. Je voulais aussi vous parler des tendances d'aujourd'hui, ce que veut le client aujourd'hui. Alors, il veut pas juste de la promo marche évidemment très bien. Il veut toujours des réductions, mais il veut aussi mieux comprendre. Mieux comprendre, c'est-à-dire qu'il est à la recherche de conseils et d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'à travers sa consommation, il veut devenir par exemple meilleur bricoleur, meilleur jardinier, meilleur voyageur, meilleur cuisinier, meilleur marketeur, voilà, on peut tout imaginer. Mais l'idée c'est de se dire si je vends du matériel de bricolage, mon objectif marketing n'est pas de vendre simplement cette perceuse. L'objectif c'est comment j'accompagne mon client pour qu'il utilise cette perceuse, comment il peut l'utiliser, qu'est-ce que je peux mettre en place comme tutoriel, comme vidéo, comme idée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour de la déco avec une perceuse? Enfin bref, l'idée c'est vraiment de l'aider après cet achat de produit sur qu'est-ce qu'il va faire avec ce produit-là pour devenir meilleur et mieux apprendre, mieux comprendre. Il veut vivre une bonne expérience, donc évidemment l'expérience d'achat sur le site web, mais ça peut aussi, l'expérience d'achat peut se prolonger en emailing. Il veut une expérience d'une marque qui soit fidélisante et parlante. Encore mieux, il veut ressentir une émotion. Ça, qu'est-ce que ça veut dire se sentir intégré à une communauté, etc. C'est ne pas hésiter à mettre en avant vos valeurs et qu'est-ce qui fait la différence avec un concurrent. Je prends un exemple de quelqu'un qui porte les valeurs qui sont assez tendances et assez éthiques en ce moment, c'est tout ce qui est autour de l'économie circulaire, de comment mieux consommer, comment réparer d'anciens produits. On peut imaginer qu'après un achat,
par exemple de lave-linge, je vais prendre un exemple comme ça. Après un achat de lave-linge, eh ben, ok, il a acheté le lave-linge chez vous, c'est super, mais comment je vais accompagner le reste? Eh ben, je vais lui dire par email, tiens, que faire avec ton ancien lave-linge? Où est-ce que tu peux le déposer en déchetterie si votre service ne propose pas le fait de reprendre son ancien appareil? Mais ça peut être, bah voilà, voilà, il y a une association, il y a des associations qui peuvent le reprendre, il y a un tel qui peut les réparer, il y a cet asso-là qui peut les réparer, puis le donner après à des personnes dans le besoin. On peut dire comment on prend soin de son lave-linge et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Enfin voilà, c'est essayer d'imaginer l'accompagnement post-achat. Et aussi, qu'est-ce que veut le client aujourd'hui? C'est ne pas être stressé. Donc il veut occulter un peu les éléments anxiogènes au moment de se décider. Donc rassurer. Rassurer dans vos emailing, dans vos campagnes, au moment de payer, au moment de se décider. Donc on peut imaginer quand dans des scénarios d'abandon de panier, par exemple, on va maximiser nos efforts là-dessus. Euh, Comment je peux mettre en avant que vous avez un super service client qui est contactable 7 jours sur 7 ou de 7h à 18h. Enfin voilà, essayer de fournir un maximum d'informations qui permet d'occulter un peu ces éléments anxiogènes, de rassurer vos contacts et faire qu'ils passent plus facilement à l'action. Donc en gros, c'est essayer de résumer sur une feuille quels sont les points irritants, euh, donc propres aussi à votre marque et puis à vos produits ou à vos services. On a mis quelques exemples ici, mais encore une fois, ça s'adapte à chaque annonceur et à chaque secteur. Et puis aussi noter les points d'enchantement. Qu'est-ce qui fait que je peux raconter quelque chose sur ma marque? Les gens sont hyper friands de l'histoire d'une marque. Comment ça a été fondé? Par qui? Où est-ce qu'ils ont démarré? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils proposaient au début? Qu'est-ce qu'ils proposent maintenant? Quel virage ils ont pris? Ça fait partie le fait d'être embarqué dans une histoire, le fait d'être engagé avec une marque, mettez en avant vos valeurs et c'est comme ça que vous arriverez aussi à nourrir cette relation avec vos contacts. En général, dans l'emailing ou dans une stratégie marketing multicanal en règle générale, on a en tête, il faut fonctionner un peu dans le modèle ce qu'on appelle OSICAM. Le modèle OSICAM, c'est le O pour organiser ses données. Donc savoir quel type de données j'ai et évidemment les stocker, les héberger dans une même base de données, au sein d'un même endroit, puis les organiser. Pour pouvoir les segmenter, dire bah voilà, ça c'est mon segment de prospect, de client, d'ex-client, ça c'est mon segment où il y a un centre d'intérêt cuisine, un centre d'intérêt bricolage, ou encore un centre d'intérêt plutôt euh, webinar, téléchargement de livres blancs, ou plutôt un centre d'intérêt, si je prends notre exemple, nous chez Bad Sander, ça va être délivrabilité, design, stratégie, conseil, enfin voilà, essayer de segmenter comme ça sa base pour pouvoir interagir, le I comme interagir, pour pouvoir interagir avec eux et faire que je peux personnaliser mes campagnes marketing et mieux les cibler. Puis, quand on interagit, la personne en face, comme je l'ai dit auparavant, elle reçoit, elle ouvre, elle clique dans un email, elle remplit un formulaire, et tout ça on collecte ces interactions pour alimenter cette base de données. Et puis je réorganise, je resegmente, j'interagis. Voilà, c'est un peu un cercle vertueux, c'est ça qu'il faut avoir en tête en emailing. Si vous voulez vous benchmarker donc au niveau de vos taux que j'ai pu citer plus haut, il y a un article au sein du blog de Bad Sander, je vous ai mis le lien ici, qui permet de télécharger en tout cas les benchmarks. Moi je vous ai donné les chiffres d'IBM Watson qui sont plutôt monde, mais il y a aussi un benchmark de SendGrid qui lui est plutôt axé B2B. Donc ça peut être aussi intéressant si vous êtes dans ce secteur-là. Mailchimp est plutôt TPE, fait aussi ses benchmarks, mais il est plutôt TPE. Et Cheetah Digital, c'est celui aussi que je vous ai présenté parce qu'il est sur le marché français. Il y a ReturnPass qui fait régulièrement des baromètres sur la délivrabilité, si ça vous intéresse. Donc en tout cas, tout est téléchargeable via notre blog. Et puis pour notre prochain rendez-vous, parce que cette formation, ces classes virtuelles sont aussi alimentées de coaching, donc on va se voir. Et on va discuter, et par rapport à ce que je viens de dire, ce serait bien qu'on réfléchisse ensemble sur ces questions. Donc quel est évidemment votre secteur d'activité, votre cible, votre cœur de cible, quelles sont vos valeurs, vos points différenciants. Donc déjà qu'on essaye de les noter pour pouvoir les mettre en avant
imaginez de les mettre en avant dans vos campagnes marketing et dans vos scénarios. Quel objectif, vous, quel souhait, qu'est-ce que vous avez en tête à travers une stratégie mailing et qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous envoyez quelque chose? Est-ce que vous n'en envoyez pas? Quel type de communication faites-vous? Et quels sont à peu près vos stats? Et je pense que pour un premier rendez-vous, on pourra déjà débroussailler tout ça. Voilà pour cette première vidéo. Et bah écoutez, j'espère que j'ai été claire et puis de toute façon, on se voit bientôt. Très bonne journée.